Il y en a de disponibles, bien évidemment, donc profitez-en, n'hésitez pas. Autre table ronde, et j'accueille donc sur cette scène pour ces réseaux mobiles et la résilience, évidemment, qui est un sujet qui revient tout le temps durant ces 2 jours. J'accueille donc Olivier Riffard, François Pietri, donc Olivier Riffard qui est directeur général adjoint de la Fédération française des télécoms, François Pietri, qui est chef de service des infrastructures de télécommunications et réseaux de la collectivité de Corse, Christophe Bellé, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Corse, et Antoine Paganelli, maire de Zicavo. Messieurs, dames, installez-vous s'il vous plaît. Et Aude de Boisserand, qui est directrice des relations institutionnelles de la Fédération française des télécoms, va animer cette table ronde. Aude, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, merci. Et je vous laisse la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai l'honneur ce matin d'animer cette table ronde sur les réseaux mobiles. Donc on a 2 objectifs ce matin. Donc on va essayer de caler en 1 heure pour respecter les délais et que tout le monde puisse déjeuner ce midi. Donc le premier objectif, c'est de dresser un bilan des déploiements mobiles, de la couverture mobile. Arthur Dreyfus en a parlé rapidement ce matin. C'est cette année les 5 ans du programme New Deal mobile. Donc très rapidement, c'est un programme qui a été, un accord qui a été signé entre le gouvernement, les opérateurs, l'autorité de régulation pour améliorer, accélérer le déploiement des réseaux mobiles, avec effectivement l'objectif de couvrir les zones blanches, et on sait que la Corse en avait bien besoin. Donc on est aujourd'hui à 5 ans de la mise en œuvre de ce programme. Donc on va essayer de tirer le bilan, un bilan que j'espère positif, mais c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les difficultés, les obstacles qui sont rencontrés et qui peuvent freiner, ralentir le déploiement. Donc ça, c'est le premier objectif de la table ronde. Et le deuxième objectif vient vraiment dans la thématique de la journée, qui est résilience et autonomie. Donc comment finalement les réseaux mobiles viennent aider dans la gestion de crise. On a parlé de la tempête de l'année dernière. Comment faire en sorte que finalement les réseaux mobiles, qui sont effectivement des biens essentiels, puissent servir à la gestion de crise. Donc ce matin, effectivement, je reçois donc Olivier Riffard, qui est directeur général adjoint de la Fédération française des télécoms, François Pietri, donc chef de service infrastructure, télécommunications et réseaux de la collectivité de Corse. Donc Christophe Bellé n'est pas présent ce matin, il a été remplacé par son adjoint, Patrice Bonissom. Et donc le maire de Zicavo, Antoine Paganelli. Je m'excuse pour l'accent qui n'est pas parfait. Et je vais commencer par la collectivité de Corse. François, est-ce que tu peux nous parler rapidement, je te laisse prendre le micro, du bilan des 5 ans du déploiement des réseaux, et puis peut-être avec un point particulier sur la couverture des axes prioritaires routiers, puisque l'année dernière, on en avait beaucoup parlé lors de la table ronde qui a été consacrée au réseau mobile. Est-ce que sur ce point, il y a eu des évolutions, ou c'est toujours un gros point d'alerte pour vous au niveau de la collectivité ? Merci, Aude. Alors, un bilan sur le déploiement de la téléphonie mobile et du New Deal en Corse. Globalement, c'est plutôt satisfaisant, notamment sur le dispositif de couverture ciblée, qui a permis de mettre en déploiement à peu près une centaine de sites sur le territoire. On a à peu près 50%, la moitié, 50 sites qui sont actifs aujourd'hui, qui ont été déployés. Et je pense que globalement, les populations et les territoires qui ont été desservis sont plutôt satisfaits de la couverture qui a été apportée. Ceci dit, ce dispositif a montré aussi les difficultés
que les opérateurs peuvent rencontrer sur le territoire pour déployer. Ils sont de plusieurs ordres, notamment la disponibilité du foncier sur l'île, avec la problématique d'indivision, les problématiques de raccordement, notamment électrique, qui sont très, très difficiles. Aussi des petits soucis d'acceptabilité de la part de certaines populations, même si c'est vrai que la population est en attente de couverture et demandeur de couverture en téléphonie mobile. Des fois, on veut du réseau, mais on ne veut pas l'antenne à côté de chez nous, donc ça pose des problèmes. Toutes ces difficultés, on aura, je pense, l'occasion d'en discuter avec un exemple concret tout à l'heure. Mais voilà, globalement, sur le dispositif de couverture ciblée, ça se passe bien, les opérateurs sont volontaires, ils déploient de manière assez efficace les sites, même si on peut regretter quelques petits retards par-ci et là, voilà, dû à toutes les difficultés que j'ai citées précédemment. Mais l'inutile, c'est pas comme vous l'avez dit, c'est pas que le dispositif de couverture ciblée, c'est aussi d'autres dispositifs, notamment la couverture des axes routiers. Et c'est vrai que là-dessus, même s'il y a des efforts de la part des opérateurs, on constate encore des trous de couverture qu'il faudrait combler assez rapidement. Alors nous, on essaye de combler ces trous en mobilisant les quotas du dispositif de couverture ciblée, mais ce n'est pas suffisant. Et je sais que notamment l'ARCEP a pris en compte nos demandes et a fait évoluer en tout cas les obligations de couverture dans le cadre des attributions de fréquences 5G à venir, enfin qui ont été attribuées, mais des déploiements à venir. Donc là-dessus, on va rester vigilant. La couverture mobile, ce n'est pas que la couverture des zones habitées de la population, mais notamment encore, c'est la couverture des axes routiers, c'est très important, c'est la couverture des zones d'activité, que ce soit touristique, de montagne, d'activité commerciale. Et c'est aussi l'apport, cette couverture mobile, c'est aussi un bien, comme vous le mettez dans le titre, un bien essentiel de la résilience des réseaux mobiles en Corse. Et là-dessus, il y a encore aussi effectivement pas mal de travail à faire pour améliorer cette disponibilité de couverture, notamment en apportant des réseaux de collecte performants en fibre optique, en apportant de la disponibilité d'énergie à ces sites et en multipliant aussi ces sites pour apporter une meilleure couverture. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers Olivier Riffard, vous représentez les opérateurs ce matin. Le bilan est du coup fait par la collectivité plutôt positif. Comment les opérateurs travaillent dans le cadre de ce New Deal mobile et notamment on parlait des difficultés. Quelles sont, vous, de vos côtés, les difficultés que vous rencontrez et est-ce que vous avez imaginé des solutions? Est-ce que vous portez des solutions pour justement, finalement, atteindre l'objectif final de couverture que le gouvernement vous a fixé? Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tenais à excuser Nicolas Guérin, qui est le secrétaire général du groupe Orange et vice-président de la Fédération des télécoms, qui malheureusement, en raison de l'annulation de son avion de manière complètement inattendue, n'a pas pu être présent ce matin et m'a chargé de le représenter. Sans revenir sur ce qu'a dit François, nous, côté opérateur, c'est vraiment un challenge important de la couverture numérique et l'amélioration de la couverture, notamment dans cette île montagne qui, en fait, est soumise à un cumul de contraintes à la fois topographiques, climatiques et avec une
population saisonnière extrêmement importante. Donc ça, c'est les 3 enjeux majeurs que les opérateurs doivent relever dans le cadre notamment du New Deal mobile. Dans vos brochures, vous avez une petite plaquette qui dresse un peu le bilan du New Deal mobile au global sur l'ensemble du territoire avec un focus sur la Corse. Sans m'étendre beaucoup plus sur l'ensemble du territoire, vous dire que cet accord du New Deal qui vient de fêter ses 5 ans est un succès sur l'ensemble du territoire. Il y a plusieurs aspects, mais l'aspect, je dirais, nouveaux sites qui sont identifiés par les élus, et c'est ça le changement complet dans l'approche pour couvrir le territoire, c'est des zones où concrètement, précédemment, les opérateurs ne seraient pas venus car les zones n'étaient pas jugées rentables. Là, on a changé complètement la façon et le logiciel de voir. C'est les élus en lien avec les territoires qui identifient au plus près du terrain les zones à couvrir, et les opérateurs, ensuite, ils ont 24 mois pour réaliser ce défi. Et 24 mois en France, avec toutes les règles et les contraintes environnementales, urbanistiques, ça peut paraître long, mais c'est court en fait pour déployer ce site. Donc aujourd'hui, le New Deal mobile, c'est plusieurs axes. La couverture ciblée, c'est 5000 zones que les opérateurs devront couvrir d'ici la fin du New Deal. Aujourd'hui, à date, il y a environ 2500 pylônes qui sont en service sur l'ensemble du territoire. Et sur la Corse, il y en a déjà presque 50 de mis en service et encore 50 à construire. Donc ça veut dire que la Corse, d'ici la fin du New Deal, elle aura entre 100 et 110 nouveaux pylônes 4G multi-opérateurs. Donc c'est un défi important. Et parmi les difficultés qu'on rencontre, il y a effectivement les questions de raccordement à l'électricité, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'électricité, pas de réseau, avec parfois des extensions de réseau de plusieurs kilomètres, avec je crois un site qui détient le record, pas mondial, mais en tout cas du New Deal, avec 14 km d'extension de raccordement électrique. Donc il faut à la fois essayer de dimensionner ces sites avec un bon raccordement électrique, mais dans l'attente, il faut aussi trouver des solutions parfois alternatives. C'est pour ça qu'il y a certains opérateurs qui sont en train de développer, d'expérimenter des pylônes qui soient un peu autonomes au niveau en énergie, avec soit des panneaux solaires, soit des batteries intelligentes, quelque chose qui soit un peu moins dépendant du réseau électrique, avec une contrainte, c'est qu'étant opérateur d'importance vitale, on se doit d'avoir un service qui fonctionne de manière continue et fiable, notamment pour garantir l'acheminement des appels d'urgence. Donc ce sera, je pense, évoqué tout à l'heure par le major Bonison. On a des sujets liés à des pratiques de spéculation foncière où un certain nombre d'acteurs démarchent directement des élus ou des maires en disant voilà, je voudrais réserver ce terrain, vous inquiétez pas, un opérateur va venir installer un pylône. Donc on est en train de régler ce dispositif, puisqu'il y a une loi de 2021 qui oblige maintenant tout candidat à l'acquisition d'un terrain auprès d'un maire doit justifier auprès de lui d'un mandat d'un opérateur. C'est-à-dire que le maire doit être en capacité de savoir que s'il y a une réservation de terrain, derrière, il y a bien un accord avec un opérateur et qu'il y aura bien un site mobile. On a 2-3 petits sujets encore, notamment encore, c'est les questions liées aux contraintes de la loi littorale. La loi littorale, aujourd'hui, interdit de construire un pylône qui est considéré comme une construction si vous n'êtes pas en continuité de la dernière maison existante. Et parfois, dans les zones qui sont à couvrir, notamment les sentiers de randonnée, les zones touristiques, il faudrait mettre le pylône à 200, 300, 400 mètres de la dernière construction, et la loi littorale l'interdit. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on a plus de 1700 sites qui sont soit en retard de développement, soit contrariés. Et sur le territoire de Corse, on a un certain nombre de sites dans le Cap Corse. On a un exemple précis pas loin sur la route des Sanguinaires où, malgré un pylône intégré, l'architecte des bâtiments de France en fait, refuse cette implantation. Donc c'est des choses qui, au niveau législatif, peut-être pourraient trouver une dérogation, comme on avait trouvé en 2017 une dérogation à la loi Montagne pour permettre de construire au-delà de la dernière maison, ce qui permet de garantir la couverture. Et dernier point, vous dire aussi que ce qui est très important pour nous, c'est le partenariat avec l'équipe projet local, avec les élus, avec la préfecture. C'est comme ça qu'on arrive à déployer ces sites, même si parfois il y a quelques retards. C'est le partenariat avec le maire, bien évidemment, parce que le maire, il connaît mieux son territoire, il peut nous être un facilitateur, et Dieu sait si on en a besoin, notamment pour trouver du foncier.
avec des acceptabilités sociales, environnementales qui sont parfois compliquées, où on peut avoir jusqu'à 7, 8, 9 ou 10 candidats jusqu'à ce qu'on puisse signer un bail pour accueillir le pylône. Donc voilà, tous ces sujets sont très importants. On est ravis d'être là et je reviendrai dans la deuxième partie sur ce qui est mis en œuvre par les opérateurs pour garantir la résilience des réseaux mobiles. Merci beaucoup. Donc on a la chance ce matin d'avoir effectivement un maire avec nous dont la commune a bénéficié d'un pylône dans le cadre du New Deal mobile. Et le témoignage qui va nous être apporté ce matin, c'est de montrer finalement que le fait de bénéficier d'un pylône, c'est pas forcément le bout du chemin. Il y a beaucoup de difficultés parfois, et le témoignage de Monsieur Paganelli va nous montrer toutes les difficultés qu'il a rencontrées, comment elles ont été soulevées. Et on finira sur une bonne note puisque les travaux vont bientôt commencer. Donc voilà, un beau dénouement. Bonjour à tous. Merci à la collectivité et aux organisateurs de permettre à notre commune de livrer son témoignage sur ce sujet qui est effectivement est d'importance comme on nous l'a présenté ce matin. Afin de comprendre les difficultés rencontrées sur le territoire de notre commune, il faut rappeler que la zone blanche à couvrir, à savoir le plateau du Cauchionne, s'étend sur plus de 11 000 hectares à une altitude moyenne de 1500 mètres avec un pic culminant à plus de 2000 mètres. Il y avait donc bien entendu des contraintes d'étendue de zone à couvrir, des contraintes de relief et des contraintes climatiques d'altitude, comme on peut le comprendre. Il y avait ensuite des contraintes environnementales sévères, dès lors que le plateau est en grande partie situé en zone Natura 2000, avec une faune et une flore exceptionnelles, dont 4 plantes au moins sont protégées au niveau européen. Enfin, sur la zone, ce qui était un élément supplémentaire de difficulté, la zone était dépourvue de toute électrification par voie aérienne. Le premier projet de l'opérateur envisageait l'implantation de 3 antennes de 18 mètres de hauteur chacune sur 3 sites différents du plateau. Ce projet, comme vous pouvez l'imaginer, a immédiatement généré une forte et vigoureuse opposition de la part de nombreux défenseurs de la nature et de l'environnement soutenus par des associations spécialisées. Il faut dire aussi que les maires des communes locales, puisque le plateau appartient à plusieurs communes, les maires des communes locales ont également émis une réserve, voire se sont élevés contre de telles installations qui, manifestement, étaient extrêmes. Au nom d'impératifs de sûreté du site, de sécurité des personnes également, la commune de Tsigavo, qui est propriétaire toutefois de 75% du plateau, a émis un avis favorable en posant un certain nombre de conditions. Alors les conditions étaient les suivantes. D'une part, une seule antenne. D'autre part, aucune ligne électrique aérienne. Pas de création de pistes routières. Un camouflage esthétique des dispositifs. Et enfin, la réalisation d'une étude d'impact Natura 2000 ainsi que d'une étude d'intégration paysagère. La société Free, avec laquelle nous avons travaillé dans de très bonnes conditions, avec une bonne participation et une bonne entente, la société Free, qui est l'interopérateur, a compris nos attentes et a répondu favorablement à ce que nous souhaitions et par conséquent aux conditions que nous avions exprimées. Ainsi, un seul pylône sera érigé, il sera d'une hauteur de 8 mètres, il sera camouflé dans un faux rocher et alimenté par un système d'énergie photovoltaïque. À défaut d'ouverture de pistes routières, ce à quoi nous étions opposés, les matériaux lourds seront transportés par hélicoptère
Et enfin, toutes les études de l'impact qui ont été réalisées se sont avérées positives dans tous les domaines. Par conséquent, nous étions totalement en accord avec le projet. Afin d'expliquer la nature et les spécificités du projet et dans le but de surmonter les oppositions initiales, car si nous avions bien entendu avancé sur le plan technique, il nous restait à éviter d'avoir des oppositions. Donc, afin de surmonter les oppositions initiales, la commune, de concert avec l'équipe projet et avec l'opérateur, a mis en place des opérations de communication au travers des réseaux sociaux et d'une réunion publique. Et il a également été décidé de mettre en mairie, durant 1 mois, à disposition du public, le dossier du projet qui était ficelé. Et bien entendu, nous souhaitions, à travers cette initiative, recueillir les avis, recueillir les éventuelles suggestions, voire éventuellement les critiques pour pouvoir y donner suite s'il était nécessaire de le faire. Ces initiatives, l'ensemble de ces initiatives semblent avoir calmé les ardeurs. Nous n'avons plus reçu d'opposition, du moins jusqu'à ce jour, et par conséquent, le projet est en bonne voie, il est même sur son parcours final, et les travaux devront débuter incessamment. Voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant et pour une fois, on a un vrai témoignage du terrain. Peut-être, si on a encore un peu le temps, tout à l'heure, on pourra poser quelques questions. Enfin, la salle pourra poser quelques questions et vous aurez peut-être l'occasion d'éclaircir d'autres points. Je vais passer maintenant la parole au major Patrice Bonisson, donc du peloton de gendarmerie de haute montagne de Corse, pour nous expliquer comment au quotidien vous utilisez entre guillemets les réseaux mobiles et peut-être l'évolution que vous avez pu observer depuis 5 ans et depuis la mise en œuvre du New Deal mobile, parce que j'imagine que la multiplication l'amélioration de la couverture vous a aidé, en tout cas j'espère, dans votre travail au quotidien et dans le secours que vous pouvez apporter aux populations. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la téléphonie au jour d'aujourd'hui est un élément essentiel dans le secours en général et surtout dans le secours en montagne. La capacité à une personne en détresse à accéder à un réseau téléphonique immédiatement est vraiment un facteur prépondérant dans le traitement de l'alerte et dans notre réaction à nous derrière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dispose de logiciels qui nous permettent de localiser précisément les requérants à une dizaine de mètres près. Mais pour cela, il faut qu'ils aient à minima accès au réseau téléphonique et avoir un minimum de data. Nous, de notre côté, ça nous permet de leur envoyer un SMS. Quand ils reçoivent cet SMS, ils cliquent sur un lien. Et donc, nous, derrière, sur une cartographie IGN, de randonnée classique, ça nous positionne exactement le requérant dans une situation, peut-être un jour le plateau du Cochionne, ou sur le GR20, ou même sur un sentier du littoral, comme on parlait tout à l'heure, pas très loin de chez nous, sur le sentier des Douaniers. Donc il faut imaginer que nous, derrière, ça raccourcit nos délais d'intervention, puisque en cas d'intervention héliportée, on connaît précisément la position de la victime, donc ça nous évite toute la phase de recherche. Et derrière, ça nous permet également de réduire, on va dire, le nombre de personnels engagés sur une opération de secours quand il n'y a plus cette phase de recherche. Je m'explique. Quand une personne est signalée manquante, parce qu'elle n'a pas accès à un réseau mobile pour se signaler, on a souvent une alerte qui vient de sa famille, d'un proche, ou alors sur le GR20, notamment des gardiens de refuge qui nous signalent l'absence de personnes qui avaient réservé. Donc nous, derrière, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on va mettre en place un système de recherche avec une recherche héliportée. Si elle ne donne rien, derrière, ça nous implique la mise en place sur le terrain de nombreuses équipes pour couvrir des terrains qui
plus ou moins étendues. L'engagement aussi d'équipes spécifiques, je pense aux équipes cynophiles, l'emploi de drones maintenant. Donc derrière, c'est toute une organisation qui se met en place, tout cela parce que le requérant ne peut pas signaler sa position. Donc avec ces exemples-là, la téléphonie, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment quelque chose de prépondérant. Et comme vous le dites, en 5 ans, on a remarqué vraiment une réelle amélioration de la couverture au niveau de l'île, des portions du GR maintenant qui sont couvertes. L'exemple le plus marquant, flagrant, est la vallée de Bavela, entre le col de Bavela et le Boca di Laron, qui brasse des milliers de personnes durant l'été et qui, pendant des années, aucun réseau téléphonique ne couvrait cette portion du territoire. Les personnes qui étaient victimes d'un accident et aussi les socio-professionnels qui encadraient des groupes étaient obligés de se déplacer à minima sur 1 heure pour pouvoir transmettre une alerte. Donc vous imaginez derrière, suivant la pathologie de la victime, les conséquences que ça pouvait avoir. Donc non, vraiment, l'amélioration du réseau est incontestable et on espère qu'un jour, tous les sites vraiment fréquentés, je pense encore à Pichadiga, au plateau du Cochionne, pourront recevoir une couverture optimale pour améliorer vraiment nos temps et délais d'intervention. Merci beaucoup. Donc on voit bien le bilan positif des derniers déploiements de ces dernières années. Je vous invite maintenant à parler un peu plus résilience et autonomie. On a déjà un peu abordé la question tout à l'heure, mais je me retourne à nouveau vers la collectivité de Corse et au niveau notamment de l'équipe projet locale. Comment vous abordez cette question, comment l'équipe aborde cette question lorsqu'elle identifie des sites, comment vous traitez en fait ce sujet de la résilience aujourd'hui? Alors, déjà, je voudrais saluer les représentants de la préfecture de Corse qui nous accompagnent au sein de l'équipe projet New Deal. C'est vrai que l'identification des sites est quelque chose qui doit être fait en accord avec les territoires de terrain. On se rapproche des élus, on se rapproche des usagers de terrain pour identifier des sites. Et une fois qu'un site est identifié, que la carence est avérée, on décide de lancer une couverture, d'inciter un opérateur à apporter une couverture sur les sites. Et c'est vrai que la question de la résilience, en tout cas la question de l'accessibilité et de la desserte du site en électricité, en réseau, se fait jour. Et bon, on voit bien que dans certains endroits, on a des difficultés pour apporter à la fois l'énergie et la collecte en données du site. Et ça montre en fait la nécessité de travailler sur cette résilience. On a vu, lors de la tempête du mois d'août de l'année dernière, que certains sites étaient maillés sur des sites centraux. Et en fait, le fait que le site central soit tombé en carence a fait que tous les sites derrière se sont devenus inopérants. Et en fait, là-dessus aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler avec les opérateurs, travailler sur, on l'a dit, sur la redondance de l'énergie électrique, mais aussi sur la redondance de la collecte de données. Et l'amélioration de cette collecte peut passer à la fois sur le dédoublement des chemins de données, mais aussi sur l'amélioration, le bascule de la collecte sur de la fibre optique ou sur la redondance de liens FH. C'est une question qui est assez importante. Les réseaux mobiles font partie des réseaux essentiels pour apporter de la résilience, à la fois aussi dans les territoires sur l'accès aux données, sur l'accès à Internet. Il faut absolument que ce réseau soit opérationnel dans toutes ses dimensions. Et vous évoquez le fait de travailler avec les opérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà un travail qui est engagé
Alors, c'est un travail qui est engagé avec les opérateurs. Effectivement, on les incite, notamment à fibrer leur site. On aimerait, dans la mesure du possible, on sait que c'est difficile parce que ça fait partie, quelque part, de leurs données... comment dire on aimerait avoir accès à la carte de desserte de leur réseau, notamment de savoir par où passent leurs données pour essayer d'améliorer avec eux la résilience des réseaux. On sait que ces données font partie de leur secret, richesse un peu. Ouais, de leur richesse, de leur secret professionnel, on va dire. Mais c'est des choses. Alors, on a des opérateurs qui sont à l'écoute. On espère pouvoir travailler de manière efficace avec tous les opérateurs. Très bien, merci. Du coup, la parole est donnée aux opérateurs. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à répondre à ce qui vient d'être dit par la collectivité ? Et peut-être, est-ce que vous avez, vous, côté opérateur, des solutions sur lesquelles vous travaillez, des idées qui seraient à développer dans les prochaines années ? Je pense, on l'a évoqué à la tempête d'août dernier. On a eu aussi la grosse problématique, finalement on a été assez épargné, mais du délestage électrique de l'hiver dernier, etc. Donc est-ce que vous, de votre côté, comment vous travaillez, comment vous abordez cette question, et est-ce qu'il y a des solutions peut-être assez faciles, entre guillemets, à mettre en place et qui nécessitent peut-être juste un petit coup de pouce des élus, du gouvernement ou d'autres acteurs ? C'est effectivement le cœur du sujet. Le métier d'opérateur, c'est de garantir la permanence et la continuité des services mobiles, comme l'a rappelé le Major, pour pouvoir garantir l'acheminement des appels d'urgence 24 heures sur 24. C'est le métier d'opérateur en tant qu'opérateur d'importance vitale. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'obligations qui sont impératives. En Corse comme ailleurs, on fait face à un phénomène d'accroissement du trafic sur le mobile. C'est entre 30 et 40% de trafic en plus par an sur l'ensemble des réseaux mobiles. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous consultez Internet sur votre mobile. Donc tout passe par le réseau mobile. Ça veut dire que ça oblige les opérateurs, au-delà du New Deal mobile, à dimensionner, à densifier leur réseau pour pouvoir faire face à ces afflux de consommation. Et quand vous rajoutez la Corse, qui est un territoire extrêmement touristique, vous avez un afflux de population saisonnière extrêmement élevé. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sites mobiles dont on a regardé le trafic, notamment chez Orange, ou sur le sud de l'île, vous avez certains sites qui, à l'année, couvrent 70 foyers, qui sont multipliés par 10, 100, 1000, 10 000. Donc c'est cette question qu'il faut résoudre, avec d'un côté la garantie que le service va passer, et de l'autre côté qu'on respecte nos obligations et qu'on déploie dans des conditions qui soient, je dirais, dans les normes. Sur la Corse, on a deux exemples. Vous avez cité la tempête du 18 août. On a aussi ce qui s'est passé en 2020, la tempête Alex, dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Donc là, où tout est tombé d'un coup, les réseaux enterrés, tout est tombé. Une soixantaine d'antennes sont tombées aussi. Et la première des choses pour remettre en route un réseau mobile, c'est l'électricité. Le gouvernement a visiblement pris conscience que les réseaux fonctionnaient avec l'électricité. À l'hiver dernier, quand on a parlé de délestage, de sobriété énergétique, c'est la première des choses. Donc, l'une des choses que les opérateurs demandent depuis des années au gouvernement, c'est au même titre que les hôpitaux ou que d'autres installations considérées comme prioritaires, que les réseaux télécoms, qui sont des biens essentiels, soient considérés comme des biens essentiels par Enedis, par RTE, et ne soient pas délestés, et un chemin spécifiques qui garantissent l'acheminement des appels d'urgence en cas de délestage. Aujourd'hui, s'il y a un délestage généralisé sur une plaque, les antennes mobiles ne seront pas préservées. Donc on n'a pas attendu
que ça arrive. On a fait un travail sur l'ensemble du territoire pour faire remonter au niveau des préfectures tous les sites importants, tous les sites vraiment qui étaient vitaux pour nous, pour qu'en cas de délestage, ils puissent être préservés. Mais c'est un travail qui est extrêmement important pour nous. Pour vous donner un ordre d'idée, la première des choses quand il y a les réseaux qui sont tombés, donc il faut rétablir l'électricité, donc c'est des groupes électrogènes. Il faut regarder les antennes autour sur lesquelles on va pouvoir rerouter le trafic si c'est possible. Et dans les cas extrêmes, comme par exemple ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, c'est être capable de fournir très rapidement une connexion Wi-Fi par le satellite, d'avoir des téléphones satellitaires dans les mairies pour pouvoir ne plus être coupé du monde, parce que c'est de ça dont on parle. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la résilience des réseaux en général, ce n'est pas d'un côté fixe, mobile, 3G, 4G, 5G, c'est complémentaire. L'ensemble des réseaux sont interconnectés, et c'est ce que disait François de la collectivité. Il faut qu'à un moment donné, peut-être au sein d'équipes projet, il y a la capacité d'avoir une vision un peu globale. Et si on sait que telle commune a prévu avec le syndicat d'énergie d'étendre son réseau électrique, qu'il y a un pylône qui est arrivé et que la fibre va arriver 6 mois après, peut-être avoir ce travail de coordination pour que le financement de l'extension soit cofinancé par les collectivités et que le pylône soit fibré. Et dernier point sur la question du financement, parce que c'est effectivement, on parle beaucoup de résilience, le financement des réseaux, le financement de cette capacité à pouvoir apporter le service. Nous, on a une piste côté opérateur, c'est de se tourner vers les GAFA, les géants du numérique, ceux qui, entre 18 et 20 heures, utilisent 80% de bande passante pour du divertissement. Alors c'est très bien, mais nous, notre souci, c'est de pouvoir toujours dimensionner le réseau en fonction du trafic pour que les appels d'urgence, eux, passent. Donc voilà, on peut lancer aussi un appel aux géants du numérique qui contribuent gratuitement aujourd'hui de nos réseaux. Peut-être qu'ils seraient prêts à demain à investir dans un grand fonds pour mettre plusieurs milliards aux côtés des opérateurs d'infrastructure, des opérateurs commerciaux, pour assurer cette résilience. Voilà, c'est une piste parmi d'autres. Merci, merci beaucoup. Monsieur Paganelli, est-ce que un élu de montagne se sent concerné par la résilience et l'autonomie des réseaux? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Oui, bien sûr, tout à fait. Il faut dire que le plateau du Cochiol est un espace apprécié par les amateurs de loisirs de pleine nature, en hiver par ceux qui font du ski de fond, par ceux qui font des raquettes, et en été par la randonnée, par des activités de chasse, par des activités de pêche, etc. Et essentiellement, les pratiquants du GR20, qui sont certainement quelques dizaines de milliers, sans exagérer, à passer sur le territoire de la commune. Vous imaginez que dans ces conditions de fréquentation, ce lieu qui était jusqu'alors une zone blanche est une zone non pas accidentogène, mais une zone où des accidents se produisent, où des malaises, quelquefois de divers ordres, se produisent. Et par conséquent, l'attente que nous avons, c'est de pouvoir organiser les secours et de pouvoir porter assistance à ceux qui en ont besoin. Il est évident que la pérennité et la résilience des réseaux est un facteur important qui entre en ligne de compte dans cette attente. Alors, outre les aspects humains, il y a aussi des aspects atteintes à la nature. Les incendies. Nous avons connu sur ce plateau des incendies plus ou moins conséquents qui, comme je le disais, atteignent une faune ou une flore qui est particulièrement sensible et particulièrement rare, et par conséquent, là aussi, laisser prospérer un incendie parce que les secours sont alertés avec retard est également ne pas rendre service à la nature en laissant brûler pendant ce temps ce qui ne devrait pas brûler si les secours étaient sollicités rapidement. À titre d'exemple, au niveau des secours aux personnes, durant l'année 2022, il y a eu 46 interventions de secours aux personnes réalisées par la gendarmerie, dont certaines par le PGHM, et il y a eu 33 interventions des services de secours et incendie. Par conséquent, vous voyez que sur une seule année, les appels au secours et les nécessités de bénéficier d'un réseau sont quand même relativement nombreux. Les attentes
et préoccupations, donc comme je le disais, tournent autour de la pérennité des dispositifs. Et notamment, nous souhaitons, il y avait initialement 5 points qui étaient sur le parcours du GA20, qui avaient été, je pense que c'est l'équipe projet peut-être qui avait identifié ces points, 5 points qui avaient été identifiés comme des points où la couverture téléphonique était une couverture indispensable. Par conséquent, nous nous rallions à cette étude technique. De toute façon, nous ne sommes pas des spécialistes de la matière et nous prenons bien entendu en compte les études qui ont été effectuées précédemment et nous souhaitons par conséquent que ces 5 points soient en permanence couverts par le réseau mobile. L'efficience, par conséquent, passe par la qualité des matériaux mis en œuvre. Elle passe aussi par la possibilité pour l'opérateur à pouvoir gérer les crises qui pourraient survenir dans des conditions, comme je le disais, quelquefois des conditions climatiques relativement difficiles. Nous sommes soumis à une météo d'altitude, c'est-à-dire vent, c'est-à-dire neige, c'est-à-dire verglas. Dans ces domaines, l'interopérateur, en l'occurrence Free, nous assure de la totale efficience des pratiques qui ont été mises en œuvre techniquement et également de sa capacité à gérer les crises qui pourraient survenir. Il nous assure aussi de manière plus générale pour pouvoir gérer les flux de la mise en service de lignes supplémentaires entre la France continentale et la Corse. Par conséquent, nous faisons confiance à ces affirmations et nous pensons que nous sommes dans la bonne composante et dans la bonne direction sur ce plan-là. J'ajoute pour terminer sur l'efficience et la pérennité et la durabilité du service, que tout cela passe aussi par un entretien régulier et sérieux des équipements. C'est important et à ce titre, nous avons sollicité et obtenu de Free que Free ne délègue aucunement l'entretien de ces équipements, qu'il assume lui-même l'entretien pour pouvoir, bien entendu, être le plus à même de répondre aux attentes et éventuellement aux incidents qui pourraient se produire. Merci beaucoup. Juste, j'ai une petite question supplémentaire qui me vient et je me tourne vers la collectivité. Est-ce que l'équipe projet local se charge un peu du suivi du site, parce qu'on parle du suivi de l'entretien? Est-ce qu'il y a aussi une mission de l'équipe projet pour s'assurer finalement que le site continue à bien fonctionner, à être bien entretenu? Alors pas exactement, hein. Tout ceci est du ressort de l'opérateur. Mais effectivement, ces questions-là d'entretien et de suivi, je pense que c'est une question primordiale sur la thématique de la résilience des réseaux. C'est aux opérateurs de nous faire des propositions. Effectivement, s'il y a carence, la puissance publique peut-être reviendra les montrer du doigt. Mais voilà, on n'a pas un suivi exactement précis sur cette question-là. Ok, très intéressant. Merci. Donc effectivement, je vais me tourner peut-être sur le sujet de la résilience vers le major du peloton de gendarmerie. Est-ce que ce sujet est aussi, enfin vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, hein, mais comment vous abordez ce sujet, et aussi une question un peu plus ouverte sur la 5G. Parce que l'année dernière, on avait fait un atelier consacré à la 5G et l'entreprise Midgard était intervenue, je crois qu'elle intervient aussi cet après-midi. Et donc c'est une start-up corse qui utilise en fait la 5G dans l'identification des incendies. Donc active effectivement en Corse et aussi en métropole. Est-ce que vous travaillez avec cette société et est-ce que vous pensez que la 5G pourrait aussi modifier votre travail? Alors, on ne travaille pas avec cette entreprise, on travaille plutôt avec des entreprises, on va dire, nationales qui sont traitées directement au niveau de la direction
centrale de la gendarmerie nationale. Je vous dirais qu'à minima, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une connexion Edge sur l'ensemble du territoire corse, on signe des deux mains. Éventuellement, effectivement, une 3G, 4G, 5G, ça augmente encore la rapidité de réactivité. Donc, nous, on est preneurs. Mais vraiment, notre cheval de bataille, c'est cette couverture généralisée qui nous permettrait vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de gagner en efficacité, que ce soit au niveau réactivité à la réception d'une alerte, nous dans le traitement et après dans l'engagement des moyens et des personnels. Pour en revenir à un secteur qui est vraiment caractéristique, hein, je me répète, c'était donc cette fameuse vallée de Bavela, où vous avez des activités sportives et de plein air qui sont nombreuses. Il y a 3 parcours de canyonisme qui sont vraiment les plus fréquentés de Corse, de nombreux sites d'escalade sportive et aussi d'alpinisme, des baigneurs, des randonneurs, et tout ça, ça brasse une population qui est très 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 importante. Quand on parlait du plateau du Cauchon, mais là c'est vraiment manifeste. Et du coup, de ne pas avoir une couverture réseau téléphonique à minima sur des sites qui brassent une telle population, c'est vraiment problématique. Donc on est vraiment dans le bon sens. J'espère que ça va se poursuivre. Et c'est vraiment très très important pour nous. Vraiment. Et l'équipe projet travaille sur l'identification des sites. Par exemple, est-ce qu'elle prend contact avec le peloton de gendarmerie ? Ouais. Tout à fait. Hein. J'ai dit précédemment qu'on travaillait avec les acteurs de terrain, les élus, mais effectivement, les services de secours sont consultés régulièrement sur les zones qui sont identifiées. On reçoit aussi de leur part des propositions de sites que l'on verse au débat, et ça permet d'avoir tous ces sites en production. La sécurité des biens et des personnes, c'est quelque chose qui est vraiment une priorité. La première priorité, c'est la couverture des zones habitées pour les populations, mais aussi les zones d'activité, de pleine nature, d'activité touristique et tout. Et le retour des services de secours est très très important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Oui. Oui, bonjour. Donc, Paul Joseph Caïtouk, le maire d'une petite commune du rural. Donc, d'abord, merci aux organisateurs pour cette deuxième édition qui nous apporte beaucoup d'informations. Hein, pour nous, petites communes, comme l'a dit le maire de Sigre, c'est important, et ce beau projet qui a été mené. Et aussi membre d'un PETR, d'un pôle d'équilibre territorial et rural, qui a réalisé un schéma du numérique il y a déjà 3 ans, je pense, sous le couvert de M. Ferrare, puisqu'il était à l'origine. Et donc aujourd'hui, nous, notre stratégie sur ce pôle d'équilibre territorial et rural, c'est bien entendu d'avoir des lieux de coworking. Et pour cela, pour ma part, j'ai commencé avec une plateforme qui s'appelle RuraConnect, et je dois dire qu'il s'appelait RuraConnect malheureusement depuis une quinzaine de jours. C'était une plateforme qui permettait aux petites communes de mettre à disposition un local, une salle de réunion, moyennant un tarif horaire, qui permettait à la commune de récupérer 80% de ce montant et d'apporter ce service. Et pour nous, il n'y avait pas dans un premier temps d'investissement lourd, ce qui est important dans une petite commune, et cela devait nous permettre de tester les lieux qui pouvaient recevoir un investissement de lieux de coworking. Pourquoi c'est important ? Parce que le Covid nous a montré toute la nécessité d'avoir ce genre d'organisation, et c'est un levier essentiel pour les petites communes pour repeupler progressivement ces territoires et les revitaliser. Donc aujourd'hui, nous sommes en demande sur ce territoire d'un appui de l'organisation de la collectivité pour créer cette plateforme.
RuraConnect ayant été abandonné, aujourd'hui, on a la possibilité de créer un modèle, en se servant bien entendu de cette expérience-là, qui nous permettrait d'avoir cette gestion collective des calendriers et de ces espaces. Et je crois qu'on l'avait dit l'an dernier, il serait important, l'an dernier ça n'a pas pu se faire, je parle sous le contrôle toujours de M. Ferrand, mais il faudrait qu'on aille à Ruralytique avec une délégation. Donc c'est la deuxième année qu'on le propose. On y était allé à la création du PETR avec Antoine Georges et ça nous avait permis d'avancer énormément sur notre schéma. Donc voilà, ça c'était peut-être hors sujet d'aujourd'hui, mais c'était important. Et quant à la sécurité, c'est un élément bien sûr capital. Il faut aussi qu'il y ait une coordination avec les services du PTIPR. Le PTIPR, c'est ces chantiers qu'a fait la collectivité et où on a borné à chaque endroit. Vous avez des numéros qui permettent. Donc il faut que, je sais qu'avec le 6.2A et le 6.2B, donc nous avons cette connexion-là, mais ça aussi c'est important de mailler les différents systèmes qu'il y a pour être très efficace et pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas mettre en danger les personnes qui sont sur ces territoires. Voilà, donc 2 questions, une proposition et à disposition des services de la collectivité pour travailler au plus près des territoires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des éléments de réaction ? Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'éléments de réaction à vous proposer maintenant. En tout cas, je propose qu'on prenne contact avec vous, notamment avec Alexandre Vican, pour développer ce que vous avez cité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Léa Baumier, je suis chargée de mission numérique à la préfecture de Corse. Donc, comme l'a dit François, on copilote l'équipe projet. Et ce n'est pas forcément une question, hein, c'est plus un complément sur le sujet de la durabilité du service et de sa permanence quand il y a des pannes. Donc, effectivement, je rejoins tout à fait François. Les opérateurs, l'opérateur leader sur le site est l'interlocuteur à privilégier pour les maires. Mais on a pu observer que sur certains sites, il y avait des récurrences au niveau des pannes qui ne trouvaient pas forcément toujours de solution. Et dans ce cas-là, en tant que référent technique de l'équipe projet avec François, on doit être effectivement alerté puisqu'on peut remonter ce type de problématique à l'autorité de régulation des communications électroniques, ce qu'on fait pour mieux caractériser les choses et que les pannes ne se reproduisent pas, parce qu'effectivement, on envoie en déploiement, on suit les déploiements, la construction et la mise en service des sites, mais derrière, on tient à ce que ces sites qui ont été lancés dans le cadre du New Deal mobile rendent le service pour lequel ils ont été créés. Voilà, donc il ne faut quand même pas hésiter s'il y a parfois des difficultés ou une petite absence de réactivité. On est les relais à l'écoute des communes. Merci beaucoup. Bonjour, Xavier Sylvani, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je travaille depuis une vingtaine d'années à l'Université de Corse et j'y développe de la métrologie pour le risque, d'abord naturel et puis industriel, puisque les problématiques sont connexes. Je vous remercie déjà pour le côté très transversal et très intéressant de la présentation qui a été faite et du New Deal à l'instant et de la partie fibre précédemment. Moi, j'ai une question qui est un peu en lien avec des choix technologiques. Alors, auparavant, je vous présente mes excuses sur le côté un peu aride peut-être de la question et hors propos, mais c'est l'occasion de la poser encore une fois à tout le monde. Si j'ai bien compris ce qui a été exposé aujourd'hui, la résilience du réseau, qui est une préoccupation principale de tous les développements qui sont faits, repose à la fois sur sa structure physique, savoir ce que c'est enterré, est-ce que c'est aérien, mais vous venez de le préciser, ce qui n'a pas forcément été l'objet des préoccupations de ce matin, encore qu'on y soit un peu venu, sur la manière dont les serveurs sont susceptibles d'être engorgés par un afflux massif de données qui pourrait les faire tomber et donc mettre par terre tous les services qui sont connexes. Est-ce qu'en l'état, parce qu'il y a pas mal de documentation technique, voire technologique, en amont de tout ça, qui se projette sur les années 2025, 2030, 2035,
est-ce que vous avez une vision, une appréciation du rapport qu'il va y avoir entre les services dits cloud, c'est-à-dire que les données vont remonter vers un data center qui va les traiter et dont l'intégrité est menacée en cas d'un afflux massif, avec des technologies alternatives qu'on annonce comme étant des technologies d'allègement, de désengorgement et alternatives aux problématiques cloud, qu'on appelle les technologies edge, et qui consistent à greffer des réseaux privés locaux à l'endroit où il y a la crise pour garantir la télécommunication sans qu'elle ait besoin forcément de remonter vers le data center. Est-ce que ces outils-là ou est-ce que ces conceptions-là font partie des choses que vous intégrez ou que vous commencez à regarder ? Alors, question très précise. Le but des opérateurs, c'est toujours d'être dans l'anticipation. Si on est passé de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G, c'est pour garantir le service. Aujourd'hui, la 5G, elle est déployée. Là, ce matin, là, vous avez une 5G extrêmement puissante. C'est d'abord pour éviter les phénomènes de saturation ou d'engorgement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les serveurs, ils ne tombent pas à cause de l'afflux de données. Ils sont dimensionnés. La difficulté, c'est que l'ensemble des sites, de fait de la propagation radio, se parlent. Le New Deal mobile, c'est une anomalie dans le déploiement des réseaux en France et en Europe. C'est les 4 opérateurs qui ont dû apprendre à travailler ensemble et à partager de la 4G, ce qu'on appelle le RAN sharing 4G, c'est-à-dire la 4G à 4 opérateurs sur un seul pylône. C'est une prouesse unique au monde qui a été souvent... on a eu une sorte de défiance au départ, et puis maintenant vous avez certains pays européens qui s'en inspirent parce que ça fonctionne. Donc le but, c'est qu'on soit toujours en train de dimensionner et en anticipant les usages de demain. Et comme je le disais tout à l'heure, en faisant un appel vers les géants du numérique, on sait que le trafic mobile, il va être multiplié par 7, 10, 15, 20 d'ici 5-10 ans. Donc on est toujours obligé d'anticiper, de se préparer à dimensionner nos réseaux pour. La Commission européenne a estimé que c'était 174 milliards d'euros qui allaient être investis par les opérateurs d'ici 5-6 ans pour justement permettre cet afflux de données. Donc c'est toujours un souci permanent d'innovation technologique. On parle déjà de 6G, et donc parfois ça peut faire un peu peur, mais simplement qu'on prépare et on anticipe l'avenir pour éviter le phénomène selon lequel on dirait que nous sommes en retard et qu'il y a une fracture numérique. Donc on est toujours en train de courir après l'usage, tout en garantissant vraiment des infrastructures qui soient pérennes. Et sur le New Deal mobile, pour répondre à l'intervention de Léa Baumier, bien évidemment que le but que des nouveaux pylônes qui soient mis en service, c'est qu'ils fonctionnent. La maintenance est primordiale, et le témoignage de Monsieur le maire est très important. Il faut que vous puissiez avoir un interlocuteur au niveau de l'opérateur leader qui puisse vous garantir un certain nombre de choses en cas d'intempérie ou d'incident grave. Et encore une fois, le New Deal mobile n'est pas terminé. Donc pour votre question, savoir si l'ensemble de la Corse va être couverte, aujourd'hui il y a une cinquantaine de pylônes qui sont en service. Il y en a encore plus de 50 ou 60 qui vont arriver d'ici 2026-2027. Donc il est encore un petit peu tôt pour faire un bilan, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va passer de une centaine de zones blanches à une centaine de zones blanches en moins. Donc c'est toujours extrêmement positif pour nous, et voilà, on est ravis d'être là, et c'est vraiment un laboratoire, comme le disait Arthur Dreyfus tout à l'heure, la Corse, où l'ensemble des partenaires de la filière numérique, des collectivités, des services de cours travaillent très bien ensemble, et c'est le gage de la réussite pour nous. Oui, je vois qu'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. J'avais une question un petit peu technique également, sur la technologie de type cell broadcast, notamment dans le cadre de l'alerte aux populations en cas de crise. Est-ce que effectivement les opérateurs mobiles en Corse ont déployé les équipements qui permettent d'activer ce système d'alerte via cette technologie cell broadcast? Donc, je pense que vous faites référence au dispositif FR Alert qui est de recevoir des SMS. Voilà, je ne sais pas si ça a été complètement déployé encore. Il faudrait que je me renseigne. Je n'ai pas la réponse de manière très, très humble. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement,
il y a des nouvelles obligations qui sont en train d'être développées dans ce qu'on appelle le réseau radio du futur, où l'idée, c'est d'avoir effectivement des communications qui soient garanties et fiables. Donc il y a un certain nombre de nouvelles obligations qui sont mises en œuvre et qui ont été détaillées récemment par le gouvernement, avec un nouveau groupement d'intérêt public qui va rassembler les opérateurs, l'ensemble des services de secours, pour justement avoir ce réseau qui soit le plus efficace possible. Il y a une question tout en haut. Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'est pas tant une question qu'un témoignage. Donc, Sinéad de Cormier, à la direction départementale des territoires de Corse du Sud, et notamment en charge de la gestion de crise pour la DDT. Et on a parlé effectivement de pouvoir appeler les secours quand on est dans une zone blanche non couverte, pour des secours à la personne ou en cas d'incendie. Mais je voulais aussi vous faire part d'un témoignage. C'est l'accès de ces personnes, des acteurs de la crise, aussi aux communications. Pourquoi? On a, par exemple, dans le cadre d'astreinte, des téléphones mobiles. Et on a aujourd'hui des agents qui habitent dans des zones couvertes par les réseaux mobiles, mais pourtant, l'été, du fait de la saturation, ne reçoivent pas les communications. Et ce qui pose aussi problème quand on est d'astreinte, de ne pas pouvoir recevoir les alertes sur le téléphone portable dédié à cet effet. Et comme nous ne sommes pas reconnus, en tout cas cette personne n'est pas reconnue comme habitant dans une zone blanche parce que la zone est bien couverte, nous ne pouvons pas mettre de dispositif en place de dérogation de cette personne. Alors certes, il y a on essaye de s'organiser différemment, mais bien entendu, on ne connaît pas les jours où le réseau est saturé et pas saturé. Et donc, ce qui pose aussi des difficultés en termes de prévision et d'organisation. Voilà, c'était juste aussi un témoignage sur la saturation des réseaux et l'accès au réseau en temps de crise. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je n'ai pas l'impression. Il est 13h, je vois Alexandre qui regarde sa montre. Pile. Est-ce que l'un des participants veut rajouter un mot de conclusion ? Non ? Ok, écoutez, je vous propose de terminer là et de profiter d'une pause déjeuner et de se retrouver cet après-midi. Merci à tous. Juste, pardonnez-moi une petite seconde pour vous donner 2 informations.